Ce podcast a été enregistré à Pod Paris, le festival du podcast. Ce festival vous a plu ? Faites un don sur madgeek.fr. Bonjour à tous, bienvenue à notre table ronde spéciale podcast santé qui est organisée par Pyramidal Communication, une agence experte en podcast santé. Alors aujourd'hui, on est vraiment au cœur du sujet. Le sujet, c'est comment le podcast a révolutionné l'accès à l'information médicale. Et pour en parler, on a 6 invités exceptionnels. J'ai l'immense plaisir d'animer cette table ronde. 6 invités qui vont nous apporter chacun leur vision unique de la santé à travers le podcast ou du podcast à travers la santé, je ne sais pas. Et pour commencer, on va faire un petit tour de table. Et on va commencer par Frédéric Boinvilliers, qui est directrice du développement de chez SOS Préma et qui anime un podcast qui s'appelle La Minute Néonate. Alors, avant chaque intervention, on va passer un petit extrait de chacun des podcasts. La Minute Néonate, c'est ça. Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Néonate, la chaîne de podcast dédiée à la néonatologie. Chaque année, environ 15 millions de bébés naissent prématurément dans le monde avant 37 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire 8 mois de grossesse, ce qui représente plus d'un bébé sur 10. Alors Frédéric, vous êtes directrice du développement de chez SOS Préma. Vous avez choisi un format court pour aborder la prématurité, qui est un sujet à la fois très technique et très émotionnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce format et en quoi ça sert la mission et les objectifs que vous avez en tant qu'association auprès des familles et des parents ? Bien sûr. Merci. Avec le micro, c'est mieux. Tout marche, c'est bon. Oui. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Donc effectivement, je représente SOS Préma, qui est une association de parents pour les parents. La prématurité en France, c'est 50 000 bébés qui naissent avant 8 mois de grossesse, qui sont pris en charge à partir de 5 mois de grossesse dans les hôpitaux. C'est des bébés qui font plus de 500 grammes, jusqu'à des bébés qu'on appelle les laites prétermes qui naissent avant 37 semaines de grossesse. C'est 150 bébés par jour. Et c'est 50 000 familles qui sont concernées tous les ans. Donc l'intérêt de la Minute Néonate pour nous, c'était effectivement de toucher les futurs parents, les parents qui vivent la prématurité. Et également, notre autre cible, c'était les professionnels de santé. Parce que ce format, qui est un format court, comme vous l'avez dit, pour nous, l'intérêt, c'est que c'est un média qui est extrêmement mobile. On peut l'écouter quand on veut, où on veut. Et ça permet à chacun d'avoir une fenêtre d'information pour les parents et une fenêtre de formation pour les professionnels de santé. Et justement, comment est-ce que vous choisissez à la fois les sujets et les invités qui vont être présents à chaque épisode de la Minute Néonate, puisqu'à chaque fois, vous avez un invité différent ? Oui, effectivement. On a, avec l'agence Pyramidal, vous qui nous accompagnez, on a constitué un comité éditorial dont je fais partie, avec un médecin qui est le docteur Véronique Brévost-Malati, qui est néonatologue à Marseille. Et ensemble, nous déterminons dès le début de la saison les 20 épisodes qui vont permettre d'alterner à la fois des interventions scientifiques avec des professionnels de santé aguerris qui viennent de toute la France et également des témoignages de parents, puisque c'est vraiment très important à chaque fois sur chacune des thématiques d'avoir le point de vue du parent et le point de vue du soignant. Merci beaucoup Frédéric. On va passer maintenant à Damien Mascret, qui est médecin sexologue, journaliste. Je pense que vous l'avez vu sur tous les écrans de télé pendant le Covid, donc vous le connaissez bien. Damien, il anime un podcast qui s'appelle Sex O'Clock. C'est pareil, on va passer un petit extrait de Sex O'Clock. Je suis le docteur Damien Mascret, sexologue et journaliste. Depuis des années, j'accompagne des couples, d'abord via Internet, puis désormais en coaching vie intime à l'hôpital américain de Paris. Dans ce podcast, je réponds à toutes les questions que vous vous posez sur la sexualité. Alors Damien, c'est un podcast qui parle de sexualité, mais de manière franche et scientifique, nous avez-vous dit. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le podcast ? Parce que finalement, vous animez beaucoup de canaux médias différents. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le podcast pour aborder ce sujet ? Parce que c'est vraiment le support qui permet une grande liberté de ton. C'est vrai que quand c'est écrit, parfois c'est un petit peu plus rude, les termes en sexologie. Et à l'inverse, avec la voix, on peut faire passer beaucoup de choses, y compris de sous-entendus dans le ton qu'on va mettre, ce qui permet de pas être... Alors, on s'auto-censure pas évidemment, mais en tout cas, on n'est pas censuré puisque le podcast, on le fait soi-même. Enfin, moi, je le fais avec mes checks, évidemment, mais on
on produit vraiment les messages qu'on veut produire, et avec cette idée qu'on parle à quelqu'un. Ça a été souligné, ça peut être écouté, Frédéric l'a dit, par n'importe qui, n'importe où, et on a vraiment cette impression, c'est quand même le langage fondamental avant même l'écriture, l'oral, et donc on parle à quelqu'un et quelqu'un nous écoute, et du coup ça permet non seulement d'aborder des sujets sensibles, tabous, et même si c'est écouté par beaucoup de monde et on ne sait pas exactement qui va nous écouter, il y a une proximité qui fait que les messages passent, ils savent qu'on est bienveillant, en tout cas je l'espère, moi c'est ce que j'essaie de faire dans le podcast, et du coup ça permet de donner une information de qualité, puisqu'elle est très scientifique, l'information que je donne, même si le format est très court. Alors vous avez choisi de ne pas avoir d'invités, finalement c'est des chroniques. Comment est-ce que vous choisissez les sujets et les thèmes que vous allez aborder dans chacun des épisodes ? C'est essentiellement des thèmes qui sont soulevés par les patients et les patientes que je vois à l'hôpital américain, mais aussi des thèmes qu'on trouve dans la presse, parfois grand public. Toutes les sources, c'est le charme de la sexologie d'ailleurs, toutes les sources sont bonnes à prendre, du témoignage individuel, tout le monde a un avis sur sa propre vie sexuelle, jusqu'aux études scientifiques que moi je patrouille un petit peu, parce que souvent elles sont en anglais, souvent elles ont une méthodologie assez lourde à lire. Bon, moi c'est mon travail au quotidien, donc c'est assez facile pour moi. Et du coup, je dis, c'est dommage que toute cette mine d'or ne soit pas exploitée. Donc, je regarde évidemment beaucoup tous les jours les publications scientifiques. Il y en a énormément en sexologie, contrairement à ce que les gens pensent. C'est très étudié par les scientifiques. Et donc, ça permet de vulgariser ensuite. Ok, merci beaucoup Damien. Alors on voit déjà qu'il y a une diversité de formats, une diversité d'audience, chacun a sa cible finalement. On va passer à Virginie, qui est ambassadrice du podcast Rare à l'écoute. On va écouter un tout petit extrait. En France, plus de 3 millions de personnes sont atteintes par l'une des 7000 maladies rares. Sur ces 3 millions, 70% sont des enfants. Mais la réalité, c'est que la moitié des malades ne disposent pas de diagnostic précis et peuvent passer une vie à chercher des réponses. Alors Virginie, en tant qu'ambassadrice Rare à l'écoute, votre podcast il est unique en son genre. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on sensibilise le public aux maladies rares ? Si le micro marche. Non, ça doit être comme ça, non ? C'est bon. Oui, tout à fait. Donc le podcast a été lancé il y a à peu près 4 ans, quand à l'époque il y avait vraiment pas du tout de podcast dans la santé. On a pris ce pari-là parce que il y avait un vide informatif médical très très important, avec une énorme errance diagnostique et un besoin de dépister plus facilement. Le podcast est apparu comme un canal facile pour répondre au manque de temps déjà des médecins qui ne peuvent pas, qui doivent voir passer un patient par an, voire tous les 2 ans. Donc en termes d'accessibilité et d'information, il fallait quelque chose qui ne les pénalise pas au niveau du temps. Et c'est ce qu'on a fait. On a créé ce podcast il y a maintenant 4 ans avec beaucoup de succès et surtout des témoignages hyper positifs, aussi bien des médecins que des patients, enfin des gens qui sont malades, du grand public, et qui nous remercient de parler de choses dont on ne parle pas finalement, voire pas du tout. Les maladies rares, c'est pas un truc qui intéresse beaucoup de gens. Quand on est concerné, oui, mais quand on n'est pas concerné, c'est compliqué. Et comment est-ce que vous choisissez vos invités ? Comment est-ce que tu choisis les invités et les sujets à aborder ? Alors, déjà, il y a 8000 maladies rares, donc en termes de sujets, on est tranquille. On a un petit peu de boulot. 8000 maladies rares, ouais. Voilà, c'est ça, il y en a 8000, ouais, à peu près, ouais. Et du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est que chaque année, on fait un gros calendrier éditorial qui est ensuite diffusé au fur et à mesure. On marche en fait avec à la fois l'actualité, les patients, les filières de santé avec qui on travaille beaucoup, les médecins aussi qui nous appellent, des centres experts qui nous disent voilà, il y a peut-être une patho sur laquelle il faut vraiment travailler parce qu'il y a un enjeu de santé vitale qui mérite, comme les enjeux œdème à quinine qu'on a traités dès le départ parce que les gens peuvent en mourir. Donc là, pour le coup, il y a un dépistage qui est très très important à faire. Donc voilà. Merci Virginie. Alors le podcast est de plus en plus présent en médecine et les médecins sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux également. C'est quelque chose d'assez nouveau. Et on a une grande ambassadrice médecin des réseaux sociaux, c'est Sophie Hélène, qui est plus connue sous son pseudo que sous son vrai nom. C'est The French Radiologist pour ceux qui connaissent. Et elle anime un podcast qui s'appelle Docs en Blues. Alors on va écouter un tout petit extrait de Docs en Blues également. Bonjour à tous, bienvenue sur Docs en Blues, ta dose d'infos médicales sans filtre et sans coup de blues. Sans filtre et sans coup de blues. Alors, pourquoi est-ce que ça s'appelle Docs en Blues déjà ? Et puis, quelle est l'approche que vous abordez avec Docs en Blues ?
Alors en fait, on a fait un constat avec 2 autres amis qui sont médecins et qui sont présents sur les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y avait pas de podcast médical et je voyais plein d'influenceurs qui développaient leur podcast et je me suis dit pourquoi pas faire un podcast axé santé avec d'autres médecins où on peut parler de sujets qui tournent autour de la santé sans filtre. Donc on est des docteurs. En fait, le but c'est d'être proche aussi de notre public et donc pas de garder notre blouse de médecin, mais justement d'enlever la blouse et de dire bon bah voilà, on s'assoit tous les 3 autour d'une table, on n'a pas notre blouse, on est en mode dans un jardin ou chez l'un ou chez l'autre. Et vraiment le but c'est que le patient ou la personne qui nous écoute se sente proche de nous, parce que c'est vrai que parfois les patients ils ressentent une distance avec le médecin et notre but justement c'est de casser cette barrière et d'être accessible pour tout le monde et de pouvoir aborder des sujets sans filtre et justement pour permettre d'améliorer un peu aussi la santé mentale des gens en véhiculant des messages de positivité et de bien-être. Et comment est-ce que vous choisissez vos sujets? Alors, c'est vous ensemble qui les décidez ou? Oui, alors on choisit tous les 3. On a un groupe WhatsApp où on parle presque tous les jours. Et en fait, déjà, on réfléchit aux thématiques. Alors, est-ce qu'on va faire quelque chose qui est plus axé sur la société, des faits de société? Ou alors, est-ce qu'on va choisir un terme qui est plutôt, une thématique qui est plutôt vraiment médicale comme la nutrition, la dermatologie? Donc, dans ce cas-là, quand c'est un sujet médical, on va inviter quelqu'un, par exemple une dermatologue ou un médecin nutritionniste, pour apporter son expertise et nous, on lui pose nos questions en fonction des centres d'intérêt qu'on juge intéressants. Donc, c'est vraiment une expertise, même si c'est un format ludique et sympa, c'est vraiment l'expertise médicale qui est au cœur du podcast. Oui, effectivement. Après, parfois, on fait aussi des petits jeux pour agrémenter tout ça. Et c'est des jeux, en fait, qui tournent toujours autour de la médecine. Mais voilà, ça permet aussi et on fait aussi des anecdotes vraies ou faux, où on parle justement de nos expériences quand on était étudiant en médecine, des événements qui nous ont choqués. Et parfois c'est vrai, parfois c'est faux, mais il y a des étudiants qui se reconnaissent dans les histoires qu'on raconte et ça permet aussi de les dédramatiser. D'accord. Merci beaucoup, Sophie-Hélène. Alors, Pauline, qui est juste à côté de moi, Pauline, vous avez une approche un petit peu différente avec Ensemble, trouvons notre place, où vous abordez le sujet de la neurodiversité. Alors, le petit jingle. Surtout, ne laisse jamais personne te dire qu'il est mieux que toi, Forrest. Alors, pour ceux qui ont reconnu, évidemment, c'est Forrest Gump. Donc, je pense qu'il y a un lien avec la neurodiversité. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a inspiré et comment votre projet a évolué? Merci déjà de l'invitation. Comment il a évolué? Je suis très surprise d'être là parce qu'effectivement, quand j'ai créé Ensemble, trouvons notre place il y a 2 ans, c'était parce que j'ai eu un diagnostic de TDAH à 46 ans et que j'ai eu beaucoup de difficultés à côté de l'accompagnement avec le psychiatre à trouver et à comprendre ce sujet TDAH, la neurodiversité, puisque les psychiatres n'ont pas le temps de nous donner plus d'informations que juste un médicament. Et donc, comme le rêve de ma vie, c'était aussi de faire de la radio, j'ai eu envie de partager grâce à mon expérience et mes problématiques que j'avais au quotidien, de créer cette émission qui est un lieu d'échange très authentique à la façon d'un cerveau TDAH où il n'y a pas trop de conducteurs. J'invite les gens que j'ai envie d'inviter en fonction, mais c'est vraiment pour essayer de faire comprendre aux parents c'est quoi avoir un dyslexique, un enfant 10, et c'est vrai que je suis très focus, sans mauvais jeu de mots, sur le côté TDAH adulte parce qu'il y a un vrai besoin de personnes comme moi, de génération de 40 ans, 30 ans, où on découvre maintenant qu'on a un trouble de l'attention et toute la vie avant de le découvrir a été assez compliquée. Voilà. Et c'est donc un podcast qui est très intimiste finalement, mais vous avez des invités, comment est-ce que vous les choisissez, vos invités? Les invités, c'est au fur et à mesure des rencontres. J'essaye vraiment d'avoir toujours un expert ou une association. L'idée, c'est de donner des réponses à côté des médecins. Donc, comment on peut trouver un groupe de parole pour un enfant qui a un trouble autistique. L'idée, c'est vraiment de donner du contenu, d'informations qu'on ne peut pas trouver avec les médecins. Et donc, d'inviter toujours une association. Et elles se font au fur et à mesure de mes rencontres. Voilà. Il y a pas c'est très intuitif et très authentique. J'ai pas du tout d'organisation de mon planning à l'année. C'est un petit peu au feeling. Ouais.
Merci beaucoup, Pauline. On va passer, pour finir ce tour de table, à Maxime. Maxime qui est étudiant en médecine encore, bientôt médecin, on va dire, et qui anime un podcast qui s'appelle justement « Médecin qui es-tu » ? Bienvenue dans Médecin qui es-tu, le podcast qui vous plonge dans l'univers captivant du monde médical. Chaque épisode vous offre un regard intime sur la vie des médecins, leurs défis dans le monde professionnel et leurs passions en dehors des salles de consultation. Je m'appelle Maxime Garcia, bienvenue et bonne écoute. Alors Maxime, c'est assez original parce que vous avez choisi de partager l'intimité des médecins finalement à travers leurs témoignages. Pourquoi est-ce que vous avez fait cette démarche et à qui ça s'adresse vraiment, qu'aux médecins ou plus largement ? Bonjour. Ça s'adresse à qui veut comprendre que les études médicales sont difficiles. Ça part de plusieurs constats. Le premier, c'est que parfois dans des politiques évoquées, la liberté d'installation est balayée assez d'un revers de manche rapidement le fait que ce soit un cursus long, difficile et que notre vie n'est pas si simple et que ça pendant plus de 10 ans, on met notre vie privée entre parenthèses. Ça part aussi du constat que le cursus est parfois remis en question par les étudiants en médecine, tellement c'est dur et qu'on se demande qu'est-ce qu'on a fait pour aller dans cette galère et pourquoi pas la remettre en question. Dans chaque épisode de témoignage, en général, les internes ou les médecins que j'interviewe me disent à un moment donné, j'ai voulu arrêter. Voilà, et puis ça part aussi du constat que on peut avoir des passions extra-hospitalières et c'est ok, on sera aussi un bon médecin si on n'est pas monothème sur la médecine. Voilà, j'ai voulu faire parler les médecins. On connaît beaucoup et on met beaucoup en avant les médecins par leurs publications scientifiques, etc. Mais j'ai voulu parler d'eux et de leur vie privée et de leurs galères et de leurs difficultés et de la façon dont ils ont réussi à passer au-delà des embûches du cursus médical. Alors justement, les sujets, je crois que vous avez 2 grandes thématiques dans votre podcast. Ouais. Comment est-ce que vous les choisissez, les alternez et quels sont les invités que vous invitez ? Alors il y a les témoignages qui laissent la parole aux médecins et on déroule leur parcours pour comprendre comment est-ce qu'ils ont procédé pour aller au bout du cursus médical. Et là, c'est soit pour parler de leur passion extra-hospitalière ou de leur poste hyper atypique ou de leurs difficultés, parce qu'un médecin peut aussi être patient. Donc il y a des étudiants, des internes en médecine qui ont pris la parole et qui étaient eux-mêmes patients de l'autre côté. Et puis il y a des épisodes focus qui eux parlent de thèmes un peu moins abordés au cours de notre cursus. Par exemple le TDAH, on a parlé du TDAH et on a justement parlé de ce côté adulte. Nous on l'apprend beaucoup comme étant une pathologie pédiatrique, mais le TDAH se poursuit à l'âge adulte. Du cannabis thérapeutique, de plein de petites niches qu'on voit pas forcément très bien au cours du cursus. Donc finalement le podcast, ça commence à être un média pour éduquer ou informer les médecins, ouais. Et pallier au manque finalement de temps dans la formation médicale. Oui, le podcast permet de écouter des informations scientifiques dans la voiture, en faisant à manger, et il n'y a pas de place précise pour apprendre. À tout moment de la journée peut être un moment d'apprentissage. Merci à tous pour ce premier tour de table. Alors maintenant, on va parler un petit peu technique, sans aller trop loin quand même pour pas être chiant. Mais on va parler du format des podcasts. Comment est-ce que vous avez déterminé la structure de vos épisodes? Et puis, quel est votre challenge dans la production de podcasts? On va peut-être commencer par vous, Frédéric. C'est des formats assez courts, hein, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est pas l'association qui est à l'initiative de ce podcast, mais c'est un laboratoire qui nous soutient, qui est le laboratoire Kesi, qui nous a proposé ce format. Et en fait, ça nous a semblé évident de pouvoir participer dans cette aventure. Le format, c'est déjà 8 à 10 minutes. L'idée, c'est vraiment d'avoir aussi bien le côté plutôt technique, scientifique, recommandations de médecins dans la partie épisode fait par des professionnels de santé, et de l'autre côté, d'avoir vraiment une aperçu plus intimiste avec le témoignage des parents. Ces parents, ce sont nos parents bénévoles de l'association qui ont l'habitude d'intervenir pour présenter leur vécu, puisqu'ils contribuent, notamment on fait les journées des soignants où ce sont les parents qui sont sur scène et qui forment les soignants dans la salle. Donc ils le font en présentiel et à travers le podcast, c'est aussi une nouvelle façon de le faire. On a déjà fait 2 saisons. Ça veut dire 2 fois 40 épisodes qui sont diffusés à raison d'une fois tous les 15 jours. Il y a une rediffusion des best-of pendant les vacances scolaires.
Et puis la 3e saison, c'est quand on nous a contactés, c'était une évidence qu'il fallait continuer l'aventure. Donc on vient de déterminer les 20 épisodes de la prochaine saison qui va commencer le 17 novembre à l'occasion de la Journée mondiale de la prématurité. Et c'est un gros succès, si j'ai bien compris, notamment auprès des futurs parents de bébés prématurés. Oui, en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, dans la diffusion, dans la communication qu'on devait faire autour de ce podcast, c'était à la fois à travers les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, sur Insta et Facebook. On s'est rendu compte qu'on avait énormément de soignants qui l'écoutaient sur Instagram, en tout cas qui faisaient des commentaires sur Instagram. Donc ça, c'était très important pour nous. On est à 25 000 écoutes à peu près. Pour un sujet de niche, c'est plutôt pas mal. Et puis, effectivement, dans les développements de la communication, on a vraiment axé sur le fait que c'était bien de l'avoir sur notre site destiné aux parents, c'était bien de l'avoir sur notre site destiné aux pros de santé, mais qu'il fallait aussi faire de la communication dans les établissements hospitaliers. Donc c'est bien sûr dans les services de néonatologie, et maintenant on le met dans les maternités, dans les services qui accueillent les mamans en menace d'accouchement prématuré, puisque évidemment elles ont du temps pour écouter, puisqu'elles sont obligées de rester allongées pendant un certain temps. Donc c'est effectivement un bon moyen de pouvoir les informer, de faire de la prévention sans que ce soit anxiogène. Merci beaucoup Frédéric. Damien, vous, d'un point de vue technique, c'est aussi un format court et c'est un format chronique. Oui, c'est un format court, 3 minutes, 5 minutes maximum, parce que à chaque fois, je pars d'une question précise ou d'une étude précise également. Et évidemment, dans le podcast, je ne vais pas détailler la méthodologie scientifique. Les scientifiques aiment bien ça, mais le grand public, ça l'intéresse moins que de savoir que l'information est validée. Et ça, c'est important. Et typiquement, si je parle du classement des zones érogènes, comme le ferait n'importe quel magazine, là, c'est à partir d'une étude faite sur 800 personnes, 500 femmes, 300 hommes, dans une revue de neurosciences, avec évidemment toute la méthodologie scientifique pour ces classements, pour les intensités et les conclusions qu'on peut en tirer ou les enseignements qu'on peut en tirer. Mais ça peut très bien être aussi un sujet comme la fracture du pénis, par exemple, que les gens ignorent parfois, que ça puisse se passer, une fracture du pénis. Et ben c'est intéressant, non pas d'aller dire la méthodologie chirurgicale pour réparer cette fameuse fracture, ou les imageries, s'il faut aller faire une radio. Non, on va dire vraiment aux gens ce qu'ils doivent faire et surtout comment la reconnaître, quels sont les symptômes. Donc, il y a une idée d'accessibilité et de vulgarisation qui est faite. Comme c'est à partir de données scientifiques, 3 à 5 minutes, c'est déjà pas mal parce que l'attention, quand même, en podcast, on va pas faire 1 heure sur du ultra scientifique. Donc, 5 minutes, c'est déjà un maximum. C'est de la science donc prédigérée finalement et très vulgarisée pour un public qui est tout venant. Complètement. On est vraiment dans le travail, alors cette fois-ci du journaliste, c'est-à-dire sélectionner une bonne information, croiser ses sources, avoir des bonnes sources et ensuite les vulgariser de façon efficace pour un impact maximal. Merci beaucoup Damien. Virginie, au niveau du format pour Rare à l'écoute, donc c'est des séries de 5 épisodes par maladie rare, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Il y a 4 ans, quand on a lancé le podcast, on avait déjà des infos comme quoi, si on dépassait 12-15 minutes, les gens décrochaient. Il y avait des stats quand même qui montraient qu'il fallait rester sur un format court pour que ce soit efficace. Et nous, le plus gros défi qu'on a eu à relever, c'est comment on traite d'une maladie rare en 8 minutes. C'était impossible. Donc du coup, on a imaginé, on a conceptualisé et on a fait 5 épisodes pour une maladie, 4 épisodes de médecins spécialistes, un épisode d'asso ou de patient. Ou de maman ou de papa quand c'était un petit patient ou un petit malade. Et c'est ce qui a fait que ça a très très bien fonctionné. Donc en fait, pendant 5 semaines, on parle d'une pathologie rare à fond. Et 1 fois par semaine, 2 fois par semaine aujourd'hui, mais au début c'était 1 fois par semaine, on avait un épisode de podcast sur un sujet dédié. Et c'est accompagné par une grosse communication sur les réseaux sociaux également. On est partout. En fait, on a LinkedIn et Twitter, on a une grosse communauté de médecins. Facebook, Insta, on a toutes les assos, on a tous les patients. On a presque 2500 membres sur Instagram. Donc, ce qui montre quand même que les maladies rares, c'est pas qu'à Paris, c'est pas que dans les grosses villes. Il y en a partout. Il y a beaucoup de gens qui sont isolés. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de diagnostic. Et il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent en espérant trouver une info. Merci beaucoup, Virginie. Alors, Sophie-Hélène, vous, c'est un format plus long, justement pour favoriser les échanges, finalement ?
comme on est 3 à échanger, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire à chaque fois. Et vous êtes bavard, donc il faut de la place pour chacun. Il faut de la place pour chacun et c'est dur aussi de respecter les temps de parole de chacun et de s'écouter sans couper la parole. Donc c'est un exercice qu'on apprend au fur et à mesure. Le format principal, c'est du coup YouTube où c'est la version longue. On est disponible aussi sur Spotify où il y a la version longue. Et après, sur les réseaux sociaux, on va choisir des extraits de 1 minute, 2 minutes maximum. Et c'est des extraits où on sait que l'information, elle est pertinente ou que l'échange est assez vif à ce moment-là et donc que ça peut, entre guillemets, buzzer. Donc, sur Instagram, par exemple, on a une grosse communauté. Sur YouTube, on est 800. Sur Instagram, on est 19 000. Donc, il y a quand même une grosse disparité. Et je pense que Virginie a raison, c'est que l'attention du public, de la garder pendant 40 ou 1 heure, c'est très difficile. Après, ce qui est cool, c'est que sur YouTube, il y a des fonctionnalités de faire x1,5 x2. Donc, ça permet aux personnes d'aller un peu plus vite. Mais je suis d'accord que ce qui fonctionne le plus, c'est les formats qui sont raccourcis. Et pareil, vous avez utilisé votre médiatisation au travers de votre compte The French Radiologist pour communiquer sur le podcast. Oui, alors je pense que le fait d'avoir déjà mon compte personnel de French Radiologist, où je cumulais 100 000 abonnés à peu près, ça m'a permis en fait de drainer les followers de ce compte sur le podcast. Et c'est pour ça aussi que c'est parti vite. Et Alexandre et Guillaume ont aussi une large communauté maintenant sur Instagram, où ils drainent aussi leurs abonnés. Donc, à 3, en fait, ça permet de ramener le plus de personnes possible dessus. Parfait, merci beaucoup. Pauline, vous aussi, c'est un format long que vous avez choisi et c'est vraiment volontaire, c'est pour laisser du temps ou alors c'est parce que quand on est TDAH, on va un petit peu dans tous les sens et il faut du temps, je ne sais pas. Alors, en fait, contrairement aux autres invités, quand j'ai commencé il y a 2 ans, je me suis fait soutenir par une association de radio, enfin une radio de Rennes, Quartier des Ondes, puisque un des symptômes, la procrastination chez le TDAH est particulièrement très fort. Donc j'arrêtais pas j'achetais mon micro, je me disais j'y vais. Voilà. Et puis j'avais vraiment aussi une peur de la technique. Et donc on m'a proposé d'avoir un créneau d'1 heure. Et en fait, au final, ça marchait très bien parce que comme j'étais dans l'échange, ça permettait justement d'avoir le temps de discuter avec les différentes mamans qui ont des enfants TDAH, les enfants eux-mêmes. Il y a 2 préludes musicales, un expert. Donc ça, je me suis pas posé la question au départ si ça allait être trop long, puisque vraiment je l'ai fait avec cet espace. La 2e saison, ça a évolué. J'ai effectivement eu 2 chroniqueurs, un petit micro-trottoir pour démarrer en intro, un nouveau jingle. Et puis là, cette année, sur cette émission, je vais être mis dans une maison qui s'appelle le Clubhouse, qui est une maison en santé mentale pour accueillir des personnes en santé mentale au quotidien. Et on va co-créer ensemble l'émission sur un format d'1 heure aussi. Voilà. Parfait, merci. Vous, Maxime, vous êtes un peu entre les deux. Le format, il est à peu près de 45 minutes, donc il est quand même assez long. Pourquoi ce choix et quel est votre challenge pour tenir? Est-ce que vous publiez toutes les semaines? Oui, c'est hebdomadaire. Le choix de la 45 minutes, 1 heure, c'est pour laisser aux invités le temps de choisir leurs termes, de faire passer l'émotion qu'ils veulent faire passer. Et voilà, c'est très volontaire. Je sais que c'est pas forcément tout le temps le format le plus adapté, mais au moins je sais que les gens pourront dire tout ce qu'ils veulent. On pourra comprendre quelles embûches et comment ils ont fait face grâce à cette tranquillité dans l'échange. Et voilà, c'est, je pense, le mieux pour laisser les personnes invitées se dévoiler. Et par contre, vous communiquez aussi sur les réseaux sociaux, vous faites des shorts pour attirer les gens, parce que le format long, parfois, ça peut rebuter, entre guillemets, ou c'est peut-être difficile d'un premier abord. Un format vidéo que j'ai rajouté il y a peu, et des shorts ou des réels pour, je pense, attirer le regard, parce que l'audio, moi, je suis très fier de ce format audio, parce que ça laisse le temps, mais il faut parfois aller chercher les gens, et un support visuel est très satisfaisant de ce côté-là. Et comme voilà, je choisis les moments les plus adaptés, où il y a une vraie information donnée, très punchy, et voilà. Parfait. Alors on voit qu'il y a
beaucoup de formats différents finalement qui sont adaptés à chacun à l'audience et à un objectif. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la thématique de la table ronde. C'est en quoi est-ce que le podcast a révolutionné justement l'accès à l'information médicale? Et on va commencer par Frédéric. Est-ce que, dans quelle mesure est-ce que vous avez pu apprécier cette évolution? Vous avez dit que vous avez déjà 2 ans de recul, bientôt la 3e année. Est-ce que ça a évolué au cours de ces 2-3 ans, l'accès à l'information, le buzz que ça peut faire, les retours que vous avez des gens qui écoutent? Comment ça se passe? Oui, bien sûr, ça a évolué parce que je pense que dans la première saison, on avait beaucoup plus de professionnels de santé que de parents. Donc, on a effectivement, on s'est rendu compte que apporter cette touche émotionnelle était importante, que le témoignage était important aussi. On a eu également la volonté que ce soit vraiment complémentaire de toutes les autres actions qu'on menait au sein de l'association. Donc, ça nous apporte vraiment un outil supplémentaire. Par rapport à toutes nos actions aux réseaux sociaux, comme ce que tu évoquais tout à l'heure, Sophie. Et pour nous, on ose aller plus loin encore sur des thématiques encore plus pointues. Voilà. Donc, par exemple, dans la prochaine saison, on va aller plus sur le dépistage anténatal, à parler de sujets comme la trésie de l'œsophage. Tu parlais tout à l'heure de maladies rares. Là, on est encore dans le plus rare du rare, etc. Mais on sait qu'il y a une volonté, on sait qu'il y a une demande d'information, et c'est par les retours que l'on a que l'on complète, les thématiques proposées. Ouais, je crois que vous allez parler des jumeaux aussi l'année prochaine. Ouais, on va parler des parce que c'est vraiment un sujet qui vous tient à cœur. Alors le best-seller, effectivement, c'est le pot à pot, puisque c'est le soin le meilleur que les parents peuvent apporter à leur enfant prématuré, et surtout, ça nous permet vraiment, avec ce double enjeu parents-soignants à travers le podcast, d'illustrer complètement ce que l'on dit, c'est que nous souhaitons chez SOS Préma que les parents soient acteurs des soins de leur bébé, parce que ce sont finalement les meilleurs soignants aux côtés des professionnels de santé, et que ça peut permettre de prévenir un certain nombre de choses pour la suite, parce que on parle de la prématurité à l'hôpital, mais il y a aussi le suivi de la prématurité. Il y a les enjeux que ça peut avoir. Nous en parlions tout à l'heure avec Pauline. Effectivement, il y a pas mal d'anciens prémas qui ont des problématiques de troubles du neurodéveloppement, et voilà. Par exemple, le pot à pot est l'une des meilleures préventions contre les troubles du neurodéveloppement. J'aurais peut-être dû en faire plus tôt. Merci beaucoup, Frédéric. Damien, c'est pareil. Comment est-ce que vous appréciez l'évolution de votre audience, du podcast, des écoutes, et quel est le retour que vous avez de vos auditeurs? Alors, l'audience, on est très content puisque on est dans le top 4 Apple Podcast sur la sexo, et la progression aussi, parce que moi, je vois que des gens, d'ailleurs, dont je savais absolument pas qu'ils connaissaient mon podcast et qui m'en parlent, donc ça montre que il circule, voilà, il se répand un petit peu. Et l'évolution, c'est d'aller plus vers des questions peut-être parfois un peu basiques que se posent les gens. On a parfois l'impression de répéter, de redire la même chose, mais évidemment, quand les gens n'ont pas entendu la première fois l'information, c'est bien qu'ils l'entendent la 2e ou la 1000e fois. Donc d'aller vers des questions peut-être un peu plus basiques, en apportant évidemment à chaque fois la compétence médicale. Peut-être aussi s'ouvrir sur les livres. Beaucoup de gens n'ont pas le temps de lire des livres. Moi, c'est aussi mon travail d'en lire, et j'en lis énormément en sexo. Et donc parfois me dire que la substantifique moelle d'un livre, ça peut être intéressant à donner, ça donnera peut-être envie de lire le livre, ou au moins d'avoir une info essentielle sur l'approche qu'a l'auteur. Donc ça pourrait être intéressant. Et puis ne pas oublier aussi que quand on fait des podcasts sur un thème aussi sensible, c'est peut-être la plus grande difficulté. Il faut jamais oublier qu'effectivement, l'empathie, la bienveillance, le consentement, quand on parle d'une pratique, ne pas, même si on n'a que 3 à 5 minutes, foncer dessus sans avoir rappelé que rien n'est obligatoire, que tout doit être consensuel à tout moment, etc. Donc, il y a un côté un petit peu répétitif, mais qui est important pour que, j'allais dire en filigrane, passent ces messages essentiels pour une vie sexuelle harmonieuse. Et en termes d'audience, quand on a échangé un petit peu avant, vous me disiez qu'il y avait pas mal d'hommes qui écoutaient le podcast sexo, alors que finalement, on dit souvent que c'est un sujet féminin, c'est dans tous les magazines féminins, mais votre podcast, il est écouté par les hommes. Oui, et vous m'avez trouvé une solution à laquelle j'avais pas pensé. Effectivement, je crois que c'est 60% ou 80% d'hommes qui écoutent le podcast, alors qu'on sait qu'habituellement la sexo intéresse plutôt les femmes. Et donc, j'ai regardé effectivement tous les thèmes abordés. Il y a beaucoup de thèmes. Moi, je travaille beaucoup avec les femmes, donc il y a beaucoup de thèmes sur la sexualité féminine. Assez peu, en dehors de l'érection dont j'ai parlé et de la fracture tout à l'heure. Il y a assez peu de thèmes masculins, donc je vais me faire l'effort, en tout cas, d'aborder aussi plus de questions que se posent les hommes, parce qu'ils osent pas toujours les poser, et pour autant ils s'en posent.
Donc c'est bien de les aider. Donc il y aura beaucoup plus de thèmes, y compris en entrant par des angles comme comment ils aiment bien la performance, donc comment contrôler l'éjaculation par exemple, ce qui permet de désamorcer les troubles, de dire que c'est un réflexe. Enfin, je vais pas faire un podcast ici, mais d'aborder comme ça des thèmes que les hommes trouvent souvent tabous. Ils en parlent en rigolant, mais quand ils ont des difficultés, c'est souvent catastrophique pour eux, quoi. Donc vous utilisez quand même le feedback pour orienter finalement vos futures thématiques. Ouais. Virginie, comment est-ce que le podcast, ça fait 4 ans qu'il existe maintenant. Comment est-ce que tu as vu l'évolution du podcast et quels sont les retours que tu en as? Alors déjà, oui, ça fonctionne. Chaque fois, j'oublie le bouton. Alors déjà, nous, on a quand même rempli un vide. Il y avait rien sur les maladies rares, hein. Donc nous, on aime bien les podcasts ultra nichés, mais là, on était vraiment sur de l'ultra niche. Donc il y avait vraiment pas d'infos nulle part, à part dans les centres experts. Il y a beaucoup de médecins qui ne savaient pas, qui connaissaient pas les repères. Le grand public était pas sensibilisé. On a entendu des témoignages de patients qui sont partis en hôpital psychiatrique pendant des années parce qu'ils n'étaient pas diagnostiqués. On leur disait c'est dans votre tête. Donc ça c'est des drames qui gâchent des vies entières. Donc il y avait vraiment rien du tout. Donc c'est plutôt facile pour nous parce que c'est facile d'apporter l'information médicale qui manquait en fait, parce que sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de streaming, il n'y avait rien du tout. Donc on a vraiment apporté quelque chose, on a rempli un besoin. Avec un nombre d'écoutes qui est important. Avec un nombre d'écoutes qui frôle les 300 000 aujourd'hui. On a à peu près un peu plus de 350 épisodes. Donc oui, on a une matière première à l'infini puisqu'il y a tout le temps des demandes, et avec surtout aussi régulièrement ce qu'on appelle des épisodes spéciaux où comme on est constamment sollicité par notre communauté Instagram, on donne la parole à des témoignages de vécu. Que ce soit drame ou pas, ou là, le prochain en décembre, c'est la mort subite qui a été vécue par un monsieur d'une quarantaine d'années, qui s'en est sorti et qui a un témoignage de dingue. Et donc voilà, ça participe aussi à l'électrochoc, ça participe aussi à la sensibilisation. Donc notre calendrier éditorial est émaillé d'épisodes un peu différents où on donne la parole à notre communauté, puisque c'est grâce à notre communauté qu'on existe aujourd'hui. Oui, je crois qu'un des épisodes qui marche le mieux d'ailleurs, c'est le témoignage d'une petite fille qui a 13 ans, qui a écrit un bouquin parce qu'elle est atteinte d'une maladie rare, et justement elle veut partager comment est-ce qu'on vit une maladie rare quand on a 13 ans, et c'est écouté beaucoup par bien sûr les enfants, beaucoup par les parents et également par le personnel médical qui veulent savoir comment appréhender une maladie rare chez l'enfant. Et qui a été distribué dans certaines maternités, effectivement, pour aider les parents à mieux comprendre l'enfant, parce que c'était avec ses mots à elle. Tout à fait, oui, tout à fait. Et ce que je vois aussi, c'est un petit peu la thématique commune à tout le monde, c'est que les sujets sont quand même très précis également. Les invités sont hyper sélectionnés et ce sont tous des spécialistes du sujet. C'est un petit peu l'obligation quand on parle de podcast santé, c'est vraiment un petit peu comme Damien disait, de se baser sur des faits scientifiques et surtout être crédible. Alors nous, on est un peu particulier parce que nous, tout est sourcé. Bien sûr, puisqu'on parle de maladie, les experts qui sont au micro de Rare à l'écoute sont des médecins spécialistes. Et derrière, on a toute une équipe qui source, puisque l'intégralité de la retranscription de l'interview se retrouve aussi sur le site internet, pour que les médecins qui n'ont peut-être pas le temps d'écouter puissent retrouver quand même les infos. Donc tout est sourcé, donc il y a un gros travail justement avec Orphanet, avec des structures comme celle-là, d'alimenter, de sourcer et d'aller chercher, comme disait Damien tout à l'heure, la publi, si on a besoin de la publi, etc. Oui, bien sûr. Merci beaucoup Virginie. Sophie-Hélène, si on parle d'évolution de la présence des médecins dans les réseaux sociaux et dans les podcasts, vous êtes très bien placé parce que votre podcast, d'abord votre présence sur les réseaux sociaux au début, vous osiez même pas dire qui vous étiez, et maintenant vous êtes de plus en plus médiatisé. Comment est-ce que vous avez perçu l'évolution de la présence des médecins sur ces médias digitaux ? Alors c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, c'était en 2018, à la fin de ma première année d'internat. Et il y avait peut-être un médecin qui s'appelait, il s'appelait Avicenne, qui faisait des vidéos YouTube humoristiques où il mettait en fait de façon comique en scène la vie des étudiants de médecine. Et ça marchait très bien sur YouTube. Après, il y a eu Dr Muse qui faisait la même chose. Ils avaient tous des pseudonymes et on savait pas où est-ce qu'ils travaillaient, on savait pas en quelle année d'études ils étaient. On n'avait aucune information sur eux. Juste, on voyait quand même leur visage et les deux, ils étaient dans la même thématique de mettre en scène les études de médecine.
Et c'était assez drôle. Ensuite, il y avait l'ancienne Miss France, Marine L'Orphelin, qui est médecin maintenant, qui était un peu présente. Et il y avait un kiné qui s'appelle Major Mouvement. Quand je suis arrivée, c'était eux les professionnels de santé présents. Et à part Marine, qui avait sa notoriété, donc qui avait son identité qui était affichée, tout le monde avait un pseudonyme. Donc moi, je me suis cachée sous le pseudonyme de French Radiologiste. Et je postais que des cas de radiologie parce que pour moi, c'était juste... à but éducatif, j'avais envie de partager des cas et j'avais aucune envie en fait qu'on sache que c'était moi qui faisais ça au début. Et après, sous insistance de mes abonnés, j'ai décidé de montrer qui j'étais, mais ça m'a valu au début forcément des critiques de mes supérieurs qui me disaient mais pour qui tu te prends, t'es pas professeur de médecine, d'où tu te permets de donner des conseils, en quelle est ta légitimité à faire ça? Et ensuite, quand j'ai parlé du Covid, il y en a qui disaient que c'était bien, il y en a qui disaient que c'était pas bien. Et en fait, la proportion de gens qui disaient que c'était pas bien, elle a diminué au fil des années. Et maintenant, même les anciens qui étaient un peu réticents au début, ils m'envoient des messages pour me dire que c'est bien. Donc voilà, je pense qu'il y a eu un changement des mentalités, que le Covid a accéléré aussi la vulgarisation médicale dans le sens où les Français se sont beaucoup plus centrés sur la santé qu'avant, j'ai l'impression. Et donc, ils étaient avides d'en savoir plus, de savoir quelles étaient les vraies informations. Il y a eu une grosse guerre d'informations pendant le Covid et je pense que ça a participé aussi à l'émergence de la présence des professionnels de santé, que ce soit des sages-femmes, des kinés, des pharmaciens sur les réseaux sociaux. Ouais, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que même au sein de la profession médicale, la vision a changé parce que maintenant, vous êtes même invité dans des congrès médicaux très scientifiques qui ne s'adressent qu'à des médecins d'ailleurs pour parler des réseaux sociaux et de la place des médecins dans les réseaux sociaux. Exactement, il y a de plus en plus de sociétés savantes en fait qui voudraient se développer sur les réseaux sociaux et qui comprennent maintenant l'intérêt des réseaux sociaux pour informer, lutter contre les fausses informations et justement démocratiser leur spécialité. Par exemple, là j'étais au congrès des médecins physiques, de la médecine physique et réadaptation, donc c'est une spécialité médicale qui est méconnue et eux leur rôle justement, leur importance c'est de communiquer sur leur spécialité pour la faire connaître des étudiants en médecine mais aussi du grand public. Merci beaucoup, Sophie-Hélène. Pauline, vous, quels sont vos retours et comment est-ce que vous faites évoluer votre podcast en fonction justement des retours de vos auditeurs? Alors, c'est vrai qu'en écoutant tous les invités, je me rends compte que mon podcast, on est plutôt sur la pair-aidance, PAIR aidance, c'est un nouveau métier qui est en train d'arriver, de patient expert. C'est donc, il n'y a pas d'expertise médicale ou d'expertise scientifique. Il y a l'expertise d'émotion, l'expertise de vécu. Et tous les gens qui m'écoutent me font ce retour. Quand on t'écoute, Pauline, comme tu connais le sujet, t'es légitime et les gens aussi, une personne avec un trouble autistique qui va avoir du mal à échanger et à oser se livrer, ma façon d'être et le fait que je connaisse le sujet lui donne envie, en tout cas, ou je le mets à l'aise pour qu'il s'exprime. Et donc, petit à petit, ça évolue dans le sens où je vais vraiment être dans la pair aidance. Donc, PAIR aidance, c'est en train d'arriver dans les hôpitaux. De plus en plus, on appelle ça patient expert, où en fait, vous, les médecins, vous faites accompagner aussi par des gens qui sont concernés pour justement avoir l'aspect du quotidien des patients. Mes projets, il y a Santé Mentale France, la fédération, qui est en train de travailler sur un nouveau média qui va arriver d'ici la fin de l'année. Donc, ils m'ont demandé de faire c'est ma première commande. Et puis, j'ai un autre projet. L'objectif, c'est de parler de santé intégrative. Ok, j'ai la Ritaline depuis 2 ans, qui est le médicament qui aide au niveau du trouble de l'attention. Et j'ai jamais été aussi calme de ma vie, à tout niveau. Et j'ai réussi à mettre en place les projets, les pléthore d'idées dans mon cerveau, mais à côté de ça, s'il n'y a pas un petit peu de relaxation, de la nutrition, du sommeil, ça va pas fonctionner. Donc c'est l'approche holistique, la santé intégrative, et de plus en plus les médecins comprennent qu'il n'y a pas que le médicament, et donc j'ai des nouveaux projets pour aller dans ce sens-là, pour inviter des experts de la nutrition pour parler de santé mentale et résilience. Voilà. Et c'est vrai que dans les hôpitaux,
les patients sont de plus en plus présents. Les patients experts, ce sont des patients qui sont malades et qui ont des formations pour partager ce qu'ils ressentent en accord avec les médecins qui sont présents. Et un patient qui parle à un patient, parfois, il est mieux entendu qu'un médecin qui parle à un patient. Et c'est vrai que c'est un concept qui est très important et que vous révélez bien dans vos podcasts. Complètement, de savoir qu'on est compris. Enfin, il y a 20 ans, j'ai eu un cancer du sein et j'ai eu besoin d'aller dans les groupes de parole, dans les groupes d'échange pour comprendre aussi notre vécu. Et donc, c'est vrai que mon podcast, je suis en train de me rendre compte qu'il s'apparente aussi un petit peu à une sorte de groupe de parole où les gens échangent et ça a un écho, bien évidemment, parce que les gens se sentent concernés, écoutent et trouvent des solutions ou en tout cas se disent « Ah ben si elle va bien là maintenant, c'est que moi aussi peut-être que je peux aller bien ». Merci beaucoup, Pauline. Maxime, vous, c'est pareil, vous avez pas mal... Alors, comment est-ce que ça a évolué, les invités que vous avez auprès de votre podcast? Si j'ai bien compris, au début, c'était un petit peu votre premier cercle, et maintenant, comme vous êtes connu, vous avez des appels. Au début, c'était des amis. Je connaissais leur personnalité et leurs multiples vies, et donc j'ai voulu leur laisser la parole, leur donner leur parole pour qu'ils racontent toute leur passion, la pâtisserie, plein de choses, pour en fait toujours dans l'objectif de donner du sens et du relief à ce que c'est qu'un médecin. Et voilà, il y a pas que la blouse blanche, il y a pas que les hôpitaux. Et donc petit à petit, c'est vrai que je suis maintenant sollicité. Au début, il y a eu des likes, donc j'allais voir sur les profils des gens qui likaient pour voir s'il y avait pas un truc en particulier à évoquer avec eux. Et maintenant, on me sollicite. Et je suis désolé, des fois il faut que je dise non parce que le sujet a déjà été traité ou voilà. Donc c'est rigolo comme démarche. C'est la rançon du succès. Peut-être, mais c'est quand même très gérable pour le moment. Mais par contre, il y a un point qui est important et qui est très intéressant, c'est que vous êtes étudiant en médecine, vous allez passer votre thèse, et votre thèse, vous allez la faire sur le podcast en médecine. Ça, c'est exactement. En fait, je travaille au sein du Centre d'évaluation et traitement de la douleur à Bordeaux, au CHU, et normalement, la logique aurait été que je fasse ma thèse sur le sujet de la douleur, etc. Mes chefs, Dr Flosia et Dr Anne-Philippe, m'ont dit, écoute, tu mets de l'énergie dans ton podcast, fonce, essaie de trouver un sujet là-dessus. Et on s'est dit, évaluons l'intérêt des médecins généralistes pour le podcast et notamment comment est-ce qu'ils utilisent le podcast pour leur formation continue. Voilà, parce que comme on dit tout à l'heure, il faut sourcer, il faut savoir qui est en train de parler, il faut savoir est-ce que c'est fiable ou non, qui est en train de faire ce podcast. Il y a par exemple des sociétés françaises de rhumatologie, de néphrologie qui font leur podcast. Et il y a aussi la voie, donc ça c'est la voie universitaire, mais il y a aussi la voie non universitaire dont je fais partie, dont on fait partie. Et donc là, il faut davantage être vigilant pour savoir qui est en train de prendre la parole. Donc voilà, l'étude va être ça va être sous forme d'entretien semi-dirigé, c'est-à-dire qu'il y aura des questions posées aux médecins et la parole leur sera laissée pour qu'ils nous évoquent comment est-ce qu'ils envisagent l'utilisation du podcast pour leur formation continue. Bon, j'espère que vous interviewerez le panel pour votre thèse et que tout le monde pourra vous répondre de façon sympathique. Avec plaisir. Merci beaucoup, Maxime. On arrive à la fin. S'il y a des questions dans le public, n'hésitez pas. On a un micro et il faudra que vous posiez la question quand vous aurez le micro au niveau de la bouche. Juste pour conclure, un petit message en conclusion. D'abord, Frédéric. Effectivement, le premier message auquel on pense, c'est écoutez la Minute Néonate, partagez-la parce que finalement, elle peut aussi concerner l'entourage, les gens qui ne comprennent pas forcément ce qui se passe pour les parents préma. Donc, il y a forcément quelqu'un, à un moment donné, qui sera confronté à ça avec une naissance sur 10. Merci Frédéric. Damien, en conclusion ? Oui, c'est marrant parce qu'en écoutant Maxime et Sophie-Hélène, je me disais que c'est marrant, on montre que derrière le médecin, il y a aussi un être humain, tout simplement, qui a des passions, des faiblesses, etc. Et c'est le mouvement finalement qu'on est en train de suivre avec les podcasts aussi dans l'autre sens. Les professionnels de santé découvrent que une personne n'est pas réductible à sa maladie. On l'a fait dans les termes en disant c'est pas un asthmatique, c'est une personne avec un asthme pour qu'on comprenne bien qu'il faut un peu élargir la focale. Donc je trouve ça encourageant de voir que tout le monde s'ouvre. C'est une belle conclusion. Virginie, quelques mots de conclusion ? C'est toujours ouvert, il n'y a pas besoin de... Oui. Et je vais dire comme Frédéric, écoutez, parce que pour le coup, c'est pareil, une maladie rare, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à soigner. C'est quelque chose qui peut gêner pendant des années et des années. Voilà, passez pas à côté, on sait jamais. Voilà, donc écoutez. Sophie-Hélène ?
Tout d'abord, merci pour cette invitation. C'était très enrichissant. Et surtout, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est faites attention aux sources d'informations où vous allez chercher vos informations. Parce que malheureusement, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent très rapidement. Et donc, je pense que là, on a tous des experts dans leur domaine qui nous donnent plein d'informations très enrichissantes. Et donc, c'est une chance de pouvoir être bien entouré. Merci, Sophie-Hélène. Pauline? Moi, je vais dire que le podcast, effectivement, c'est un vrai vecteur d'inspiration, tellement pratique, on l'a bien dit. À titre personnel, Ensemble Trouvons notre place m'a aidé à trouver ma voie. Et je sens à quel point il y a vraiment des perspectives pour continuer à utiliser ma voix au service d'une cause santé mentale. Et en 2025, il s'avère que ça va être le gros enjeu national en France. Il y a un vrai besoin. Donc, l'idée, c'est de communiquer un maximum d'une manière authentique et le plus vrai. Merci beaucoup, Pauline. Maxime, le mot de la fin? Merci pour l'invitation. Et non, je suis plutôt fier en fait de ce format de podcast. Je trouve que ça laisse du temps, où tout va très vite en ce moment. Et là, on laisse du temps aux gens pour trouver les mots, pour trouver et faire passer leurs émotions. Donc, un sentiment de fierté de passer par ce canal. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, il y a une question. Oui, bonjour, je suis Elisabeth Feiti du podcast Méta de Choc, un podcast d'éducation à la pensée critique. Et je voulais faire quelques remarques sur ce qui a été dit. D'abord, effectivement, le podcast de santé fait partie apparemment des centres d'intérêt des auditeurs et auditrices en ce moment en particulier. Donc, je trouve ça super qu'il y ait plein de podcasts qui se montent comme ça. Mais je pense que c'est aussi mon intérêt. Je trouve ça super parce que pour beaucoup évoquer les questions de fake med, de pseudo-sciences autour de la santé physique et mentale, je m'aperçois que finalement, si les gens se tournent vers ce type de pratique, c'est aussi parce qu'ils sont peu informés. Donc, effectivement, sur les maladies rares, c'est très courant. Sur les problèmes personnels liés à tout à coup des drames dans la famille, etc. Ça fait partie des moments déclencheurs où les gens se tournent vers des choses qui ne les aideront pas et qui peuvent les perdre. Et finalement, l'humanisation des professionnels de santé est un élément très important parce que souvent les personnes qui se tournent vers les pseudosciences et s'y perdent sont des personnes qui ne trouvent pas au sein du circuit de santé normal, conventionnel, des personnes à l'écoute, des personnes humaines, qui vont voir justement au-delà de la blouse blanche comme des personnes qui sont des alter-ego, même si ces personnes ont des connaissances particulières. Et ça, je pense que le podcast peut vraiment l'apporter. Et du coup, très important que ces podcasts proposent de vraies informations valides et éventuellement aussi de pouvoir apporter des sources, je sais pas, dans les descriptions, les références, s'il y a un site internet, etc. Je pense que c'est important. Voilà. La plupart des podcasts qui sont ici, justement, sont sourcés, fournissent leurs sources. Et pour rebondir sur ce que vous dites, il y a bien sûr le podcast, le contenu de ce qu'on peut apporter, mais il y a aussi la communication, parce que quand on est une personne désœuvrée et qu'on va chercher sur Internet, le premier réflexe, c'est de googliser ce qu'on pense avoir. Et si les podcasts fiables ne remontent pas sur les recherches, on va naturellement aller vers des choses qui peuvent être des fake news. Donc il y a un grand enjeu, on en a parlé un petit peu tous ensemble, c'est comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on médiatise à travers les réseaux sociaux, à travers le référencement sur Internet, pour que des podcasts fiables et bien référencés arrivent à être en compétition et même au-dessus de podcasts qui sont un petit peu plus délétères. Intéressé par le sujet, je ne parle pas en tant que bénévole, mais à titre personnel, j'ai une question juste pour clôturer. Par qui parmi vous écoute des podcasts d'autres sujets similaires aux vôtres? Méta de Choc notamment. Je voulais juste rajouter, c'est vrai que par exemple là j'ai fait des shorts sur TikTok sur le thème des mésusages des traitements morphiniques, et en fait ma vidéo s'est retrouvée au milieu de toute autre vidéo avec zéro source et des gens non médicaux, non professionnels de santé. Donc toujours essayer d'être le plus précis et sourcé possible. Il y a encore une dernière question dans la salle? On n'a pas le temps. Désolé, on fera ça en aparté. Merci beaucoup, merci à tous pour ces projets très inspirants. Merci au panel et merci à Pod Paris pour l'invitation.